Donc moi, ce que j'avais imaginé, c'est qu'on partirait du titre de l'exposition en le prenant à l'envers, et je vous pose des questions sur chacun des termes qui composent le titre de l'expo pour qu'on puisse parler des œuvres. Est-ce que ça vous va? Ça va très très bien. Alors, pli contre-plan, haut relief, travaux situés. Alors déjà, travaux situés, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? On croise aussi la notion de in situ dans votre œuvre, et là, travaux situés, qu'est-ce que c'est et en quoi cette exposition montre des travaux situés? Travaux situés, c'est très simple, c'est en fait des choses qui, par rapport à mon travail habituel, sont d'une certaine façon plus traditionnelles, c'est-à-dire qu'on peut les faire changer de place, on peut les mettre a priori dans beaucoup d'endroits, et à chaque fois ils sont situés de façon particulière. Il y a toujours des règles simples qui permettent de les mettre sur un mur. Je dirais que par rapport aux travaux in situ, ceux-là sont toujours ce que j'appelle situés parce qu'ils sont à situer ou ils sont déjà situés. Vous utilisez toujours le terme de travaux, pourquoi pas œuvre? Et je sais qu'il y a un terme que vous rejetez pour votre œuvre, c'est installation. Travail, c'est pas un mot extraordinaire, c'est un mot que je trouve passe-partout et j'ai pas trouvé mieux. C'est beaucoup plus général et beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, modeste. Travaux, c'est parce qu'il y a un travail et que le résultat, c'est ce qu'on donne à voir. Si on continue à remonter le titre de l'expo, toujours en commençant par la fin, il y a cette idée de haut relief. Et voilà, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu en quoi on est entouré de haut relief, pourquoi pas sculpture tout simplement. Alors ça, c'est vraiment évidemment un terme très connoté. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a les deux termes possibles si on n'est pas à plat sur le mur, c'est haut relief et bas relief. Bon, je pense que quand on arrive à un débordement du mur d'une trentaine de centimètres, on est plus près du haut relief que du bas relief. Donc ça s'appelle haut relief. Effectivement, ça emprunte à cette caractéristique développée surtout dans la sculpture. Sculpture bizarre d'ailleurs, parce que c'est des sculptures évidemment qui sont accrochées généralement au mur. On ne tourne pas autour, par exemple. En tout cas, j'utilise de la façon la plus classique. C'est un haut relief, ça sort du mur, et ça a cette troisième dimension qui fait que, un peu à cheval sur la peinture, la sculpture, comme je l'appelle travail, je ne m'embarrasse pas de dire à quoi ça ressemble. Et donc, j'en viens au début du titre, pli au pluriel contre plan au singulier. Donc, on est entouré en fait de pièces, et la vingtaine de pièces que vous présentez, qui sont d'ailleurs inédites en France, c'est la première fois que vous les montrez. Elles ont toutes la même dimension. Donc, on a un plan qui est constitué d'un miroir, une grille modulaire de 25 carrés, et puis donc de temps en temps des prismes dans certaines pièces qui surgissent, qui rythment ce plan. Des œuvres de la même famille ont été présentées récemment au Danemark sous le titre de Cascade. Pourquoi avoir changé de titre? Est-ce que Cascade, j'imagine que c'était pas un titre naturaliste qui renvoyait à un élément du paysage? Est-ce que ça renvoyait à l'effet visuel? Est-ce que pli a la même fonction de décrire un peu l'effet visuel ou la façon dont ces prismes se déploient sur le plan? Ce genre de travaux que j'ai nommé une fois il n'y a pas tellement longtemps cascade, une cascade ça dégouline sur les rochers généralement, ça a des formes qui sont prises par le rocher qui est en dessous, donc c'est une image. Au point où là j'en suis, je dirais que je préfère pli sur plan. C'est plus abstrait et c'est vraiment ce qui se passe. On est encore dans le plan, le support du plan. Alors évidemment, il y a l'architecture, il y a un mur vertical. Il est recouvert sur une certaine taille qui ici est toujours la même, qui fait 2,17,5 m au carré. Et dessus viennent se positionner des espèces de prismes qui sont de l'aluminium plié. Donc, et ces plis peuvent être très différents. Là, ils sont tous du même angle. Donc il y a une sorte d'homogénéité d'une pièce à l'autre. Il y a déjà l'homogénéité de la forme de base qui est toute la même pour cette exposition. Ensuite, dessus, il y a les mêmes dessins, à l'exception, évidemment, que chacune de ces pièces sont d'une autre couleur. Et j'ai trouvé qu'il était assez judicieux de les mettre on pourrait presque dire par famille, tout bêtement. D'abord avec leur forme, ensuite leur couleur. Les couleurs, c'est suivant un système que j'utilise depuis très très longtemps,
elles sont, quand on entre de gauche à droite, toujours dans l'ordre alphabétique des couleurs. Est-ce que le lien avec le drapé, l'étude de la lumière et de l'ombre, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment la grande tradition du dessin et de la sculpture? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est présent dans cet ensemble d'œuvres? Sans doute un peu moins que dans des sortes d'expériences que j'ai fait il y a très très longtemps avec le tissu. C'était très ponctuel, très précis, complètement in situ, où j'ai joué par exemple avec le déploiement de tissus qui ressemblaient en fait à des rideaux, à des drapés, etc. Ici, ça donne l'impression d'une chose comme une boîte qui est quand même assez solide, mais en fait c'est un pli, donc c'est un pli qui est presque violent et qui est mécanique. Le miroir, ça a pour fonction justement d'inclure le visiteur, de multiplier les effets, de jouer aussi avec les formes, puisque dans certaines pièces, en fait, le prisme devient un losange, semble flotter un petit peu dans l'espace. Ça fait disparaître le plan, le miroir. Moi, je joue toujours avec le miroir de façon à amener un troisième œil et de façon aussi à amener un regard sur ce qu'on ne voit pas, dans le même mouvement. Donc évidemment, c'est comme un rétroviseur. Ici, c'est exactement ça. En plus, j'ai osé, parce que sinon c'est ça que j'essayais d'éviter, que la personne qui regarde a du mal à ne pas se voir non plus. Parce que c'est quand même relativement frontal, même si c'est des pièces en 3 dimensions, et que la majorité du miroir est plan, vertical, en face de celui ou celle qui va regarder. Donc effectivement, le miroir est là avec une introduction directe de celui qui regarde, mais aussi, bien sûr, avec tout ce qu'on a dans le dos, avec la pièce, éventuellement une autre couleur qui vient se mélanger, qui change un peu celle qu'on voit. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les miroirs, parce qu'il y a une série de possibilités de jeu véritablement visuels et de rassemblement d'un espace avec très très peu de moyens qui sont totalement multiples et remarquables. Donc le miroir, il apporte vraiment beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est une exposition et un ensemble de travaux qui est joyeux, plein de vitalité. Est-ce que vous souscririez à cette impression de vie? Quoi que je fasse, c'est presque toujours ce qu'on dit. Donc, ça fait partie des choses que je ne contrôle pas comme certaines autres. Il y a toujours ce côté un peu jouissif et de jeu, en fait, qui semble apparaître pour beaucoup de personnes qui regardent. Ceux qui sont les premiers sensibles à ça, c'est les enfants, d'ailleurs. Ils sont tout de suite en train de regarder quelque chose que les gens ne s'attendent pas tout de suite à voir, et ça leur donne des idées aux adultes. C'est une remarque, en tout cas, assez récurrente. Ça compense avec, sans doute, mon pessimisme profond. Oui, c'est une belle idée aussi de se dire que de cette rigueur, de ces contraintes que vous vous fixez, ces protocoles que vous fixez pour créer, finalement, ce qui surgit, c'est la vie, ces formes d'énergie, de mouvement, de dynamisme. S'il n'y a pas de contraintes, je pense qu'il n'y a pas de liberté non plus. On se pose des contraintes à soi-même pour essayer de voir jusqu'où elles mènent. Mais généralement, je pense que là où une contrainte peut mener, c'est sur un tout petit espace de liberté qui n'était pas vraiment d'abord visible. Donc quand ça se passe, je pense que c'est plutôt bon signe. Bon, allez à Jacques Taist.